Bonjour à tous et bienvenue au WebTech de Actantis sur le passeport numérique produit. Merci de votre présence. Nous sommes en compagnie de nos trois speakers. On va attendre quelques secondes que vous puissiez arriver tranquillement. Je vous rappelle que cette session est enregistrée, sera disponible en replay. Nos trois intervenants, nos trois experts sont à votre disposition pour toute question dans, on va dire, 40 minutes en fin de webinaire. Et par contre, pour poser une question, vos micros et caméras sont coupés. Donc, merci de la poser par écrit dans le module questions que vous devriez voir sur votre menu GoToWebinar. On va démarrer si vous le voulez bien. Alors, je vais vous présenter juste un peu l'agenda et rappeler le contexte donc de ce webinaire. Donc, qu'est-ce que le passeport numérique des produits? Eh bien, tracer, connaître l'origine et suivre l'évolution au fil du temps d'un produit ou d'un objet, c'est l'ambition de ce fameux passeport numérique produit. Détecter la présence et l'authentification d'un objet connecté répond aux besoins du marché et d'une réglementation européenne en cours sur l'éco-conception des produits durables. Et cette réglementation doit entrer en vigueur en 2027. Et c'est une vraie opportunité business, plus qu'une contrainte. Et sont concernés beaucoup de produits, beaucoup de filières, notamment les batteries, les textiles, les produits électroniques, mais aussi les matériaux de construction. On fera un petit focus sur certaines filières pendant ce webinaire. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous trois experts que je vais vous présenter. Donc, Cyprien Vera, directeur général adjoint de la start-up marseillaise Kix. Jean-Rémy Ruiz, Standardization Manager donc chez le fabricant, la multinationale franco-italienne ST Microelectronics, et Vincent Chuffard, Business Technology chez Contron Modular Computers. Merci à vous trois de votre présence. Alors, sans plus attendre, on va commencer par un état des lieux de cette réglementation européenne qui devrait entrer en vigueur donc en 2017 sur le fameux DPP. Jean-Rémy, je vous donne la parole, si vous le voulez bien. Oui, bonjour à tous. Et je te passe en mode présentateur. On va voir la présentation dans quelques secondes. Voilà, parfait, on la voit. Enfin, moi, je la vois. Vous aussi? Bon, c'est bon. Oui, donc bonjour, Jean-Rémy Ruiz, Standardization Dynamic Manager à ST Microelectronics. Donc, je vais vous présenter pour ma part la partie réglementaire du Digital Product Passport, comme défini par la Commission européenne. Merci. Donc, la Digital Product Passport, l'acronyme c'est DPP en anglais, est issu de la volonté de la Commission européenne de rendre l'Europe le premier continent neutre au niveau carbone en 2050. Et pour faire ça, l'Europe a mis en place ce qui s'appelle maintenant le Green Deal. Vous avez sûrement entendu parler parce que ça touche notre quotidien, différents domaines. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est l'économie circulaire. Donc, il y a eu plusieurs directives de l'économie circulaire qui ont été mises en place jusqu'à arriver à l'ISPR, qui est le sigle pour Eco-Design for Sustainable Product Regulation. Dans cette ISPR, il y a une partie en rapport avec le DPP. Donc, le SPR, c'est une régulation qui a été mise, qui est entrée en force en juillet 2024 et qui définit le DPP. Donc, le DPP, c'est une collection de données qui sont relatives aux produits, à tout produit, et ces données sont stockées sur le cloud. L'accès à ce DPP se fait par ce qu'on appelle en anglais un data carrier, qui peut être un QR code, un tag NFC, un tag RFID ou autre. Et l'idée, c'est de donner accès aux consommateurs, aux autorités, ou à toute autre personne qui doivent faire intervenir dans le cycle de vie d'un produit,
d'avoir accès aux informations relatives au produit. Le DPP est intersecteur, donc ça peut toucher tous les secteurs. Le premier DPP qui va être mis en place, c'est celui pour la batterie. On attend en février 2027. Et ce qui est donc qui dit régulation, dit standardisation, et les standards pour définir la mise en place de ce DPP doivent être publiés avant la fin Jean-Rémy, 2025. excuse-moi de t'interrompre, Jean-Rémy, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai plusieurs remarques qu'on n'entend pas très bien. Il y a comme un bruit de fond peut-être. Est-ce que tu peux parler peut-être un peu plus fort et on a tous coupé nos micros, je pense pourtant, mais bon, si tu peux parler un petit peu plus fort dans le micro et on va voir si ça. Merci, excuse-moi. Donc, l'architecture de la standardisation du DPP. Donc, tout vient de la Commission européenne qui a défini, comme je vous l'ai dit précédemment, le SPA, mais aussi une spécification relative aux batteries qui s'appelle Battery Regulation. Donc, on va tout considérer comme un seul document qui va donner lieu au DPP. Là, une fois ces régulations publiées, la Commission européenne a publié un Standardization Request. C'est une demande aux différents organismes de standardisation européens de travailler sur le DPP. C'est le CEN-CENELEC qui ont répondu favorablement à cette demande de standardisation. Et dans cette demande de standardisation, ça a donné lieu à la création du JTC 24. Et c'est donc le CEN-CENELEC JTC 24 qui va standardiser tout ce qui est en rapport avec le DPP. Les standards qui doivent être publiés avant la fin de cette année vont reposer sur des standards existants. C'est pour ça que le CEN-CENELEC a des liaisons avec des organismes qui ont déjà publié des standards. Il peut y avoir RAIN RFID, GS1, NFC Forum et d'autres. Il y a aussi des liaisons avec les projets financés par l'Union européenne, qui donc c'est la partie jaune, qui eux ont la tâche de vérifier que la faisabilité d'implémentation de la régulation qui est publiée par l'Union européenne. Donc il y a des échanges entre ces projets européens, SIRPAS, BatteryPass et d'autres, et la Commission européenne pour avoir des ajustements sur le SPR et sur les régulations qui vont venir. Et il y a aussi un dernier point qui est les associations industrielles comme Global Battery Alliance ou Aura Blockchain Consortium qui sont là pour aussi tester l'implémentation sur un secteur bien précis. Par exemple, Global Battery Alliance se focus sur tout ce qui est batterie et ils sont en train de mettre en place des pilotes et pour aussi regarder la faisabilité de l'implémentation de la régulation. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui est adressé par l'ISPA. Donc, quelque chose qui est clair, que je voudrais clarifier avec tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, le SPA ne définit rien autour des datas du DPP. Toutes ces datas du DPP vont être spécifiées plus tard, donc dans les mois, années qui viennent, par la Commission européenne, par le biais d'actes délégués. Et ces actes délégués vont être faits sur la connaissance de l'Union européenne en l'état et des communications qu'elle peut avoir avec différents organismes. Ce qui est fait maintenant dans le SPR. Donc, le SPR, ça va définir tous les standards et les protocoles qui sont relatifs à l'architecture du DPP. C'est plus le comment mettre en œuvre le DPP. Donc, on va parler de data carrière, unique identifier, interopérabilité, l'authenticité des data. Ça définit aussi le fait que le DPP s'applique à tous les biens qui vont être mis en vente sur le marché. Alors, quand on dit tous les biens, c'est fabriqués ou importés sur le marché, avec quelques exceptions. Tout ce qui est nourriture, relatif aux animaux, aux plantes vivantes et à certains produits pharmaceutiques.
Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une solution qui, donc on a le requirement dans les SPA que le DPP doit être hébergé sur une solution décentralisée. Et la Commission européenne n'hébergera pas les données. Par contre, la Commission européenne va tenir à jour un registre pour lier les identifiants uniques avec les produits. Ça permettra peut-être plus tard aux autorités de faire les contrôles qu'ils veulent et d'avoir au moins une vue sur les produits qui sont vendus en Europe. Le DPP, donc il doit être aussi, des caractéristiques du DPP sont aussi définies dans le SPR, donc avec un certain niveau de précision, à quel niveau le DPP est attendu, et aussi le fait que le DPP doit être accessible facilement pour tous, parce que bon, on a l'esprit qu'aujourd'hui le DPP, la cible principale c'est l'utilisateur, mais demain ça peut être aussi le réparateur ou la personne qui va être en charge du recyclage. Donc si on peut passer à la slide suivante, je ferai maintenant les priorités voilà, du DPP. Donc le texte, la régulation USPR définit beaucoup de choses, notamment les priorités initiales à adopter pour le DPP. Donc on voit qu'il y a beaucoup de domaines, le fer, l'acier, l'aluminium, le textile, les meubles, les pneus et ainsi de suite, qui sont dans une liste préliminaire qui a été fournie par le SPA. Et ce sont les produits qui doivent être adressés en priorité. Il y a quelque chose qui est intéressant, notamment pour ma compagnie, il y a la catégorie Information et Communication Technology Products and Other Electronics. Donc c'est quelque chose qui va toucher les produits électroniques qui fait partie des priorités initiales. Donc ça, il va falloir monitorer ça de près. En parallèle des préconisations de ce que le SPR définit, il y a aussi le JRC, c'est une agence européenne, qui a fourni des préconisations sur les domaines à adresser en priorité. Donc ici, je vous ai mis le classement des, des produits finis, mais il y a aussi le classement des matières premières. Et bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une corrélation entre ce qui est fini dans le SPA et dans le rapport JRC. Le SPR définit aussi un éco-design forum. L'éco-design forum, c'est un groupe d'experts industriels et aussi des représentants politiques qui vont être en charge de définir la feuille de route pour la mise en place de l'SPR et donc du DPP. Donc c'est ce groupe-là et ces experts-là qui vont être en charge de définir donc, la première, les premières priorités parmi la liste que je vous ai fournie, mais aussi les futurs secteurs économiques qui vont être adressés par le DPP. Donc on attend les premiers, les premiers livrables de ce groupe de travail mi-avril, vers le 19 avril. On aura les idées plus claires. On va passer à la slide suivante et je vais vous montrer maintenant comment le DPP devrait fonctionner. Ça, c'est une vue schématisée. Donc, si on prend toutes les informations que je vous ai passées, donc tout part de l'opérateur économique à gauche qui crée un DPP, donc une collection de données, et qui aussi lie son DPP avec un data carrière, identifiant sur le data carrière pour aller directement sur le compte DPP. Une fois que cela est fait, l'étape est faite, l'opérateur économique doit mettre en ligne les datas sur le cloud et enfin remplir le registre de la Commission européenne. Au niveau utilisateur, donc là nous sommes sur la partie de droite, l'utilisateur, quel qu'il soit, hein, que ce soit un consommateur ou un recycleur, devra venir scanner un DPP, un data carrier, qui sera accolé sur l'objet ou ailleurs. Il récupérera une URL et ça lui donnera un accès en ligne aux data qui seront stockées sur le cloud. Et le dernier acteur qu'on peut mettre dans cette représentation, ce sont les autorités, donc qui auront accès aux registries du
de la Commission européenne, au registre de la Commission européenne, et aussi aux données du DPP pour quelque raison que ce soit. Donc maintenant, je voudrais revenir sur le data carrier. Donc ma compagnie est intéressée dans le DPP par rapport à l'opportunité business que nous voyons de proposer des tags NFC. Et la première question qu'on peut avoir, c'est pourquoi est-ce que les tags NFC sont intéressants dans une démarche d'éco-responsabilité. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les tags NFC sont présents dans beaucoup de domaines, et des domaines très variés. Et l'idée que nous avons ici, c'est d'intégrer et de proposer le support du DPP en combinant plusieurs use cases, ce qui ferait n'aurait pas de coût environnemental sur notre solution. Et même si c'est et après on va aussi adresser des biens que ce soit le luxe ou certains domaines où on peut le coût environnemental et le coût aussi en argent d'un tag NFC n'est pas rédhibitoire par rapport au coût du bien à protéger. Et on peut se baser sur les tags NFC parce que si on a une infrastructure NFC qui est très bien déployée et qui est accessible aux consommateurs. Et donc, si on peut passer maintenant au slide suivant, s'il te plaît, Cyprien. Voilà, j'ai voulu lister les différents data carriers qui sont aujourd'hui envisagés par les organismes de standardisation. Donc, il y a les tags NFC, les barcodes, les QR codes et les tags RFID. On voit que chacun d'entre eux a des avantages et des inconvénients. Si je reviens à ce que je disais sur le tag NFC, aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone NFC compatible dans sa poche, ce qui fait de la technologie NFC une des technologies les plus déployées pour le consommateur. Et après, ça offre aussi d'autres possibilités, comme le fait de pouvoir stocker des informations offline, de grosses quantités d'informations. Après, on est conscient aussi que ça a des inconvénients. Donc, aujourd'hui, ce que nous pensons à ST, c'est que le marché du DPP est assez grand pour accueillir plusieurs data carriers et en fonction du use case et en fonction du bien à protéger et à équiper, ça sera une ou l'autre solution qui sera choisie. Donc, c'est plus des alternatives que nous proposons plutôt qu'une compétition entre ces différents data carriers. Et maintenant, je vais passer à la conclusion. Donc, le DPP, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde les années à venir. Je crois que c'est énorme le nombre de DPP qui va être émis chaque année. Donc, c'est un challenge pour ma compagnie parce qu'on doit anticiper la régulation qui, à première vue, peut être contraignante parce que ST va être impacté. Mais c'est aussi une possibilité de créer des nouveaux use cases, comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure. Et donc, c'est aussi notre devoir de proposer des solutions techniques à nos clients. Dernier point pour moi aujourd'hui, je vous ai parlé du DPP européen. Il y a aussi d'autres initiatives qui arrivent un peu de partout dans le monde, mais l'Europe est pionnière pour l'instant dans ces DPP-là. Donc, il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs, mais le DPP européen est le premier qui devrait être mis en place. Voilà. Pour moi, je vais laisser la parole à Cyprien maintenant. Merci beaucoup Jean-Rémy, c'était très clair, très intéressant aussi le fait que cette réglementation puisse être source d'opportunités avec aussi, comme tu disais, plusieurs technologies selon le cas d'usage. Donc c'est vrai que le gâteau semble grand et les technologies permettant cette traçabilité sont multiples. Donc on va laisser la parole maintenant donc à Cyprien Vera, co-directeur de cet éditeur marseillais Kix. Cyprien, tu as la parole. Bonjour à tous et merci, merci Fabienne et Jean-Rémy. Donc moi, je vais faire un focus un peu plus sur le DPP élargi et puis également sur la collaboration que l'on a eue avec ST Microélectronique.
Donc, J'ai un petit comme problème de son, genre, excuse-moi. Excuse-moi, Cyprien, est-ce que c'est que de mon côté, il y a beaucoup de brouillage quand tu parles? Est-ce que c'est la même chose chez vous, Jean-Rémy, Vincent? Ou ça va? Vas-y, parle pour voir, Cyprien. est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, Il y j'entends a, pas il bien. y a un petit problème. Non, il y a un petit problème Hmm. c'est, il y Euh, a, est-ce que c'est lié au casque, peut-être? Je sais pas. ouais, euh, je vais essayer. Tu peux essayer peut-être pour voir là? Par contre, tu ne s'entends pas, j'ai l'impression. T'entends plus du tout là. Ouais, on t'entend plus, Cyprien. Je sais pas si tu nous entends. Non, on t'entend pas. Hmm. Pourtant, ça marchait bien tout à l'heure, zut. Merci de votre patience, hein, désolé. Là, on ne Voilà t'entend pas, maintenant. Cyprien. Ah oui, là, vas-y. Oui, Cyprien, on t'écoute. Oui, on t'entend là, Cyprien, je crois. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors Ouais. maintenant, oui, très bien. C'est parfait. Il n'y a plus de brouillage, c'est parfait. Allez, parfait. Bah, je vais poursuivre là-dessus. Donc, comme Jean-Rémy l'a dit, le DPP au niveau de la réglementation européenne, c'est une fiche d'information avec des données structurées qui sont relatives à tout ce qui va concerner la durabilité, la circularité et la conformité juridique d'un produit. Donc, il est transmis par un identifiant qui est unique et donc il est accessible facilement par un support de données, donc c'est le data carrier dont Jean-Rémy parlait, qui va permettre de relier le produit avec son passeport. Mais ce que ça n'est pas au sens du règlement européen, c'est que ça n'est pas un outil de suivi et de traçabilité. Or, on va voir qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont intéressées justement pour incorporer toutes les informations de traçabilité dans ce passeport numérique. Et ainsi également en faire une passerelle avec toute la partie amont et puis la partie aval ensuite avec le client final et tous les intervenants qui vont intervenir sur la maintenance et la réparation. Alors, les 5 principaux objectifs du DPP, le premier, c'est d'encourager une production qui est plus durable. Donc, il va fonctionner un petit peu comme un label, un Nutri-Score, où un consommateur va pouvoir voir l'impact environnemental du produit. Et donc, ça va inciter tous les producteurs à faire des choix un peu plus durables. Le second, ça va être de prolonger la durée de vie des produits parce qu'on va pouvoir accéder à des informations de maintenance, de savoir comment mieux l'utiliser et comment le recycler, par exemple. C'est des éléments qui vont permettre de prolonger sa durée de vie. Troisième point, donc ça va être un petit peu un service comme Yuka où le consommateur va pouvoir flasher le produit et puis faire ses choix en direct. Quatrième point, ça va être vraiment un élément qui va permettre d'accélérer l'économie circulaire. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de seconde main. Or, il n'est pas toujours possible de vérifier l'authenticité du produit, quelles ont été les réparations qui ont été faites dessus. Et donc, le DPP a pour but d'accélérer cet aspect. Et enfin, d'aider les autorités à vérifier certains aspects législatifs. Ça a été mentionné plus tôt. Mais il y a un intérêt beaucoup plus global sur le DPP. Donc, la régulation européenne intervient et fait un focus plutôt sur la partie aval, à partir de la mise sur le marché par l'opérateur économique. Donc, c'est la partie que vous voyez en rouge. Mais il y a d'autres initiatives, notamment au niveau des Nations Unies, qui cherchent à intégrer toute la partie amont, sourcing, analyse du cycle de vie et traçabilité supply chain. Et donc, on se retrouve au final avec des projets qui vont être un peu plus globaux qu'uniquement le suivi des informations liées à l'impact environnemental et à tout ce qui est législatif.
Et donc, nous, chez Kix, nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés en confiance numérique et en traçabilité. Et donc, on travaillait sur ces sujets DPP traçabilité depuis quelques temps. Et on a donc initié une collaboration avec ST Microelectronics l'an dernier, et notamment sur leur dernier tag NFC, qui est un tag qui permet de faire de la signature numérique. Et ça nous a beaucoup plu. On y a vu différents intérêts que je pourrais vous décrire, mais c'est un tag, contrairement à tous les autres tags, qui propose de la cryptographie asymétrique et donc qui est en capacité de signer. Donc on va pouvoir demander au tag NFC directement de signer des informations. Ça peut être des médias, par exemple. J'ai une photo, je vais pouvoir demander au tag de signer la photo pour prouver qu'on était bien à côté de l'objet. Et puis également, toutes les informations qui vont être ajoutées au DPP ou à des éléments de traçabilité, on va pouvoir demander une signature du tag. Donc, c'est pas requis par tous les cas d'usage, mais ça permet quand même d'apporter énormément de sécurité, de cybersécurité. Et c'est quelque chose qui est très demandé, notamment sur l'industrie et la défense. Alors, un premier exemple et un intérêt des clients qu'on a eu, c'était d'être en capacité de garantir l'authenticité et l'unicité d'un produit. Aujourd'hui, un QR code, ça se duplique assez facilement. Et au niveau des tags RFID ou NFC basiques, l'UID peut facilement être cloné. Et donc, beaucoup de nos clients n'étaient pas en capacité de prouver que le produit était authentique et unique. Pour vous donner un exemple, il y a des cas, principalement sur le retail, où des personnes vont acheter des biens qui sont authentiques sur du e-commerce, qui vont acheter un produit similaire au marché noir et qui vont retourner le produit contrefait à la marque. Ça pose d'énormes problématiques pour les marques. Elles se retrouvent donc déjà lésées et certaines vont revendre le produit et donc vont revendre des produits contrefaits. Et donc, la solution que l'on a développée et donc en collaboration avec le tag de ST Micro permet de s'assurer vraiment que le produit est authentique, qu'il n'est pas contrefait et il y a des éléments de sécurité pour que si le tag était détaché du produit, il ne soit plus activable. Un deuxième intérêt que l'on a eu de la part de nos clients, c'était d'être en capacité de prouver que la personne était bien à côté d'un objet. Par exemple, pour tout ce qui va concerner la maintenance ou les états des lieux, notamment dans la sécurité, quelqu'un qui fait une tournée pour vérifier des extincteurs, on va avoir la preuve qu'il est bien passé à côté. Et donc, on a développé des solutions qui permettent de coupler des preuves photographiques géolocalisées avec une action, une signature de la photo ou de l'événement qui est réalisée. Donc, il y a le tag NFC qui est collé à l'objet. Et donc, avec l'application, on va demander une signature à l'objet. Et donc, on aura à la fois la preuve que la personne est bien intervenue et également qu'elle était à côté de l'objet parce qu'on a eu une signature de l'objet. Et cette signature ne peut pas être dupliquée ou devinée à l'avance. Elle est vraiment spécifique et unique pour chaque tag. Ça, c'est les deux principaux intérêts clients que l'on a eus et qui nous ont fait nous orienter sur ce tag NFC dernière génération. Donc, pour vous présenter rapidement ce que l'on fait chez Kix, donc on a développé en fait un procédé breveté qui est unique et qui agit un petit peu comme un passeport numérique, mais pour le fichier cette fois. Donc, on a la capacité d'embarquer des preuves d'intégrité, de source et d'autres références dans les fichiers sans en modifier le format ni l'apparence. Et donc, ça fonctionne avec tout type de fichiers, que ce soit des médias, des documents et également des fichiers techniques. Et donc, on se sert de ce procédé breveté pour toute une suite de produits que l'on a développés, dont certains sont spécifiques au DPP. Donc, aujourd'hui, on a une gamme complète de produits et de composants que l'on fournit soit en direct à des clients, ou alors on travaille avec des partenaires intégrateurs, par exemple Magellan Consulting, Soprasteria ou d'autres,
sur des projets parce que, comme on l'a vu précédemment, le DPP, c'est quelque chose d'assez vaste et d'assez complexe suivant la taille de l'entreprise à mettre en place. Donc, il y a toute une intégration à faire avec les systèmes existants, par exemple, tout ce qui va concerner vos systèmes d'information, les Product Information Management, etc. Donc, c'est important, suivant la taille de l'entreprise, d'être bien conseillé pour savoir où aller. Je vais finir par deux exemples de DPP. Donc, un exemple que l'on a travaillé avec une société marseillaise également, qui s'appelle Sorga, donc qui travaille sur la cosmétique et le luxe. Et donc, ils permettent aux consommateurs de flasher un QR code ou scanner un tag NFC. On sait que les marques de luxe sont friandes d'avoir des tags qui sont cachés, non visibles sur l'objet. Et donc, si par exemple vous scannez le QR code, vous allez tomber sur une sorte de DPP de la marque qui pourra être complété. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que des marques qui commencent à équiper leurs produits de support de données peuvent mettre à jour au fur et à mesure les passeports numériques des produits. Et donc, lorsque les réglementations seront clairement définies pour le DPP européen, la marque pourra mettre à jour le passeport numérique pour être conforme avec la réglementation. Et puis, comme on l'a vu, il y a également d'autres cas d'usage qui sont plutôt sur la traçabilité amont. Et c'est ce que Vincent va vous présenter à travers l'exemple de Contron et de son Digital Computer Passport. Merci Cyprien. On passe la parole à Vincent Choussard de Contron qui va nous présenter Bonjour. cas d'usage. Bonjour. Donc, Contron, l'entreprise de Toulon dont je fais partie, s'est spécialisée pendant les 30 dernières années sur la conception et la fourniture de calculateurs qui sont embarqués dans des solutions et dans des infrastructures critiques. Il y en a deux exemples principaux là sur l'image. Et on a travaillé depuis presque 4-5 ans avec Kix sur des maquettes de choses liées au DPP, en allant encore plus loin puisqu'il faut maintenant aussi s'occuper de protection cyber. Les attaques dans le domaine des infrastructures critiques sont bien plus fortes et surtout les enjeux. L'enjeu qui est associé à la sécurisation des objets que nous on fournit peut dépasser largement la valeur de l'objet qu'on a fourni. Si cet objet est dans un sous-marin, c'est la valeur du sous-marin qui est en jeu parfois. Suivant. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre ce type d'entreprise et ce type de secteur d'activité. Suivant. Vas-y. C'est surtout la profondeur de la chaîne de fourniture. On a en fait un nombre très important d'intermédiaires avant d'arriver au déploiement par l'opérateur critique. Et l'opérateur d'infrastructure critique, il a derrière lui tout un tas de gens qui ont conçu, et entre nous qui avons fait la conception du calculateur et son déploiement par l'opérateur, contrairement à un sac à main, l'ordinateur contient un nombre incalculable de réglages qui sont retouchés à chaque étage de l'intégration. Le produit qui sort chez nous est assez générique. Il est personnalisé par l'intégrateur de premier niveau qui va en faire, par exemple, une solution de communication radio pour un TGV, et ainsi de suite. Lors de l'installation par l'opérateur Alstom, il va être encore personnalisé plus loin, et Alstom, le fournissant à la SNCF ou à la Régie du Grand Paris, va avoir son client qui va encore personnaliser et agir sur des réglages. Donc, le Digital Computer Platform, il emprunte beaucoup au DPP dont on vient de parler, mais pour la partie data dont on a vu qu'il était encore à définir, il va beaucoup plus loin en s'appuyant aussi sur des technologies qu'on a vues dans le schéma de Kix de chaînage d'informations. Suivant. Donc, cette photo, elle est assez célèbre dans le monde de la protection de la chaîne d'approvisionnement. Elle représente des opérations qui ont été découvertes et publiées par Edward Snowden et d'autres.
c'était l'interception entre la fabrication des switches réseau de Cisco et leur client final par la NSA ou d'autres opérateurs étatiques qui changent le logiciel à l'intérieur et permettent de s'implémenter des points d'entrée pour surveiller le trafic et espionner les clients de ces matériels. Suivant. Donc, c'est vraiment ça que craignent nos clients. Et donc, il s'agit pour nous de protéger la chaîne logistique dès la fabrication du calculateur, lorsqu'il sort de l'usine et qu'il est envoyé par camion vers les intégrateurs de ces infrastructures critiques. Il faut qu'il soit protégé dès le début. Et le DPP et les principes du DPP et les technologies qu'on a vues vont nous aider. Dans le cas d'une carte électronique, elle est capable elle-même, grâce aussi à du silicium capable de signer, d'opérer des authentifications de contenu et avec l'aide d'une partie d'information qui est dans le cloud, d'offrir à l'utilisateur le fait de pouvoir authentifier et suivre les modifications successives faites par les propriétaires successifs de cette carte électronique. Suivant. Tout ça, ça se fait de cette manière, c'est-à-dire que du côté de ce qu'on appelle dédicace aujourd'hui, qui est la maquette de ce Digital Computer Platform, la maquette qui est fonctionnelle qu'on a fait avec les produits Kix et avec quelques produits de chez nous, on va enregistrer dans une chaîne d'information qui est aussi verrouillée sur la blockchain pour devenir infalsifiable, un certain nombre d'informations. Certaines d'entre elles sont des informations ouvertes. Par exemple, on a vu que le DPP avait une vocation de design écologique et donc, dans notre industrie, déjà depuis un moment, avec les lois REACH et RoHS, il nous faut fournir à nos clients la composition chimique des composants et de ce qu'on livre. Et ça, jusqu'à présent, ce sont des documents qui voyagent à droite à gauche, mais qui trouveront parfaitement leur place dans les datas derrière un DPP. Ce sont des données publiques. Par contre, il peut y avoir aussi, et c'est là où on arrive à protéger les configurations successives des calculateurs, qui sont pour une grosse part très secrètes, c'est de pouvoir enregistrer à la queue leu dans cette histoire infalsifiable du calculateur les signatures de ces configurations, c'est-à-dire le fait d'avoir pris une photographie des réglages du calculateur, de les avoir fait hacher et signer par le calculateur lui-même et ensuite inscrites dans l'histoire du calculateur. Grâce à ces deux parties, on peut s'assurer lorsqu'on est utilisateur de l'infrastructure que le calculateur fonctionne bien avec ses réglages authentiques et prévus. Suivant. L'idée de dédicace de la maquette actuelle, c'est donc effectivement de pouvoir avoir toutes les configurations successives dans le cycle de vie du produit qui soient suivies et qui soient à disposition des gens qui ont en leur possession l'objet, même s'il a suivi, il est passé de main en main entre 4 ou 5 industriels différents. Aujourd'hui, le calculateur embarqué, c'est la porte d'entrée des attaques cyber et c'est lui qu'il faut suivre et protéger, quel que soit son usage. Suivant. Donc, chez Kontron, on a, comme je vous dis, déjà travaillé avec des solutions de Kix qui apportent en plus le fait que les informations qu'on enregistre dans cette histoire, elles vont être faites via un portail, via un service cloud, etc. Mais on ne peut pas ignorer le fait qu'il pourrait se produire des cas bien plus graves où ce même portail ait été attaqué et où les données étaient abîmées. Et c'est pour ça que la solution qu'on a choisie, qui s'appuie sur les solutions de Kix, s'appuie aussi sur une blockchain publique qui fait que les informations enregistrées sont réellement infalsifiables. On peut abîmer leur accès, mais on ne peut pas abîmer leur contenu. Et avec un peu d'effort, on pourra toujours reconstruire le contenu à partir des informations et des hashes stockées dans la blockchain. Suivant. Donc, ce modèle de maquette dédicace qu'on voudrait appeler DCP, Digital Computer Platform, il n'existe pas aujourd'hui encore d'initiative au niveau européen, donc on commence localement et on est aidé en ce sens par une initiative qui a commencé l'année dernière, qui est un groupe de travail et un groupe d'industriels qui organise un événement, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Cyber On Board. Ce Cyber On Board, il a lieu cette année dans la région, dans la presqu'île de Gien, du 13 au 15 mai, et où on va présenter avec d'autres partenaires
ce Digital Computer Passport à des industriels et des partenaires de toutes les filières qui utilisent des ordinateurs embarqués. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous les trois. Je pense que Jean-Rémy peut peut-être vous rejoindre pour cette session de questions-réponses. J'en profite pour vous solliciter, les auditeurs, pour poser vos questions par écrit. Cyprien, Vincent et Jean-Rémy sont là pour ça. Je pense que ça suscite déjà quelques questions puisque j'en ai déjà à vous soumettre. Je vais reprendre par contre le mode présentateur juste pour vous redéfinir vos fonctions. Voilà. Alors, première question qui s'adresse finalement peut-être à tous les trois, c'est donc par rapport à cette réglementation et ce DPP, hein, qu'on a dit pour un objet, mais finalement un objet ça peut être une voiture, mais ça peut aussi être un composant de la voiture, et il y en a des milliers. Donc finalement, quelle granularité du DPP pour un objet, et pour un objet par exemple comme une voiture? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Je peux la prendre, très bien. Oui, on vous entend, Jean-Rémy. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, parfait. Aujourd'hui, comme j'ai dit là dans la présentation, on n'a pas encore les actes délégués pour les voitures. Par contre, on a le DPP des batteries qui est déjà spécifié. Et là, on voit que la granularité, elle doit descendre au niveau de la série. Il y a sur d'autres types d'objets, ça peut être au niveau du batch de production. Et pour la batterie, par exemple, le DPP va être différencié jusqu'au numéro de série de l'objet, parce que le DPP va contenir des informations qui vont être propres dans ce cas-là à la batterie, donc au produit. Par exemple, ça va contenir le SOH, c'est State of Health, l'état de santé de la batterie, qui va donner une idée à l'acheteur potentiel pour l'achat de seconde main de l'état de vie de la batterie. Donc, ça sera un pourcentage entre 0 et 100%. Donc, ça va vraiment dépendre secteur par secteur des besoins qui vont être formulés par les unions de chacun de ces secteurs économiques, et après la Commission européenne va déléguer en conséquence. Mais aujourd'hui, dans le DPP, dans l'aspect DPP chapeau, il y a tout qui est possible. On peut aller au niveau production, au niveau batch, au niveau série. Ok, merci. Est-ce que Cyprien ou Vincent, vous voulez compléter? Ou Non. Suivante? Non. Ok, très bien. Question suivante qui est liée à une autre réglementation, justement sur une autre filière. Quelle est la différence entre le DPP et le NFT qui est déjà présent dans le domaine luxe et événementiel? Est-ce que vous êtes au fait de cette réglementation sur le luxe et l'événementiel? Le NFT, c'est plutôt un token numérique, donc c'est pas, à mon sens, une réglementation. Donc le DPP, c'est vraiment la réglementation européenne qui va imposer pour la quasi-totalité des produits d'avoir un passeport numérique. Le NFT, donc c'est une sorte de jumeau numérique qui peut être tokenisé sur un registre distribué type blockchain, peut intervenir. Les avantages de passer par des NFT fait que on va pouvoir ajouter des services supplémentaires. Par exemple, j'ai un objet, j'ai une montre par exemple, je souhaite transférer la responsabilité ou la propriété de ma montre dans le cas d'une maintenance ou d'une vente. Le NFT va pouvoir comme ça permettre de prouver que le transfert a bien eu lieu. Donc c'est plutôt un point de vue technique pour le NFT, et le DPP est une réglementation. Ok, merci beaucoup, merci. Autre question, peut-être pour Vincent de Contron, du coup, a priori. Vu que le DPP, vous l'avez bien expliqué, Vincent, et au départ aussi à vocation écologique ou environnementale, en quoi les opérateurs d'infrastructures critiques, hein, qui sont vos clients, pourraient en bénéficier pour la protection de leur chaîne d'approvisionnement?
En fait, ce qui crée les bonnes conditions d'organisation de la protection de la chaîne d'approvisionnement pour les secteurs qu'on couvre, c'est des manifestations comme aujourd'hui qui rassemblent des acteurs de plein d'industries et le DPP avec l'initiative européenne, même si à la base c'est quelque chose à vocation écologique, ça crée une infrastructure, ça crée des réflexes, ça crée des pratiques, ça crée des innovations et des idées sans que chacun des acteurs dans sa filière soit obligé de tout recréer from scratch. On a été bien content de trouver les fonctions et les possibilités des services de KIX pour renforcer notre idée de départ. Et maintenant, si demain, lorsque le DPP sera en pleine action, on sera aussi bien content de ne pas devoir inventer nous-mêmes une identité unique pour les objets qu'on met dans le marché. Ok, donc effectivement, combinaison de vos savoir-faire et compétences respectives pour justement apporter une solution aux besoins. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci Vincent. Et si Fabienne, je peux me permettre également pour compléter, Bien sûr. un point qui est un peu différenciant, c'est que ça va permettre d'apporter de la sérialisation des produits. Jusqu'à présent, vous aviez des produits sur un étalage, ils avaient tous le même code barre, c'était impossible de les différencier. Là, on va pouvoir avoir un identifiant qui est vraiment unique par produit. Et donc, ça peut, dans le cadre de certains marchés, avoir un intérêt particulier à aller au-delà du DPP réglementaire. Merci. Jean-Rémy, vous vouliez Dernier point, compléter? oui, Oui. point concernant la réglementation. La Commission européenne a émis aussi le souhait par diverses communications que la mise en place du DPP système n'introduise pas des surcoûts exorbitants. Donc, tout ce qui existe déjà devrait être réutilisé. Et j'invite tous les gens qui travaillent dans différents secteurs économiques de se rapprocher de leurs alliances pour être influents à ce niveau-là, pour essayer de réutiliser ce qui existe déjà. Ok. Merci. Ça me fait une belle transition pour la question suivante qui s'adresse peut-être à tous, peut-être à Kix en premier lieu peut-être. Je semble concernée, moi, mais par le DPP, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que vous pourriez éclairer cet auditeur? Oui, alors il y a pas de réponse magique. Le premier, ça va dépendre de la taille de votre entreprise et puis de votre secteur d'activité. Comme ça a été précisé, il va y avoir des éléments qui vont être apportés au niveau des standards sur la fin d'année. Donc sur les batteries, le cadre est à peu près clair, mais sur les autres, tout n'est pas encore défini. Mais pour autant, ça n'empêche pas de commencer. Comme on l'a vu dans les exemples, il y a des entités qui se lancent dans de la traçabilité de l'information produit. Donc c'est pas un DPP au sens réglementaire, mais c'est un passeport produit avec beaucoup d'informations. Et puis il y a également d'autres réglementations qui interviennent, par exemple sur le reporting extra-financier CRCRD. Et donc toutes ces réglementations en fait sont plus ou moins liées les unes aux autres. Donc le meilleur moyen de commencer, ça va être de se mettre en relation donc avec les associations, les fédérations, comme Jean-Rémy l'a précisé. Suivant la taille de votre entreprise, de commencer à monter une petite structure de personnes pluridisciplinaires pour voir comment vous êtes impacté. Et puis il y a des sociétés dont c'est le métier spécialisé, notamment les ESN, qui peuvent vous permettre d'y voir plus clair et puis d'entamer des projets de transformation qui peuvent quand même être assez complexes. C'est quoi ESN? Une entreprise de services numériques, Merci. ancienne SS2I. Merci Vincent. Ancienne SS2I. Merci Vincent pour le. Une autre question, peut-être que oui, Cyprien, tu es encore concerné, mais bon, vous avez peut-être votre opinion. Utiliser la blockchain n'est-il pas une hérésie au vu de sa consommation énergétique, entre parenthèses, même avec des blockchains dites vertes, mais aussi au vu de sa lenteur? Donc la blockchain, est-ce vraiment pertinent? Alors, c'est un vaste débat. Derrière le terme déjà blockchain, il se trouve une diversité de blockchain publiques, privées, avec différents types de consensus.
La blockchain est pas obligatoire, elle peut faire sens, comme Vincent l'a montré dans son exemple. Il y a d'autres registres qui fonctionnent très bien, qui sont pas forcément distribués, des bases de données ou autres. Donc ça va être plutôt au cas par cas en fonction des enjeux, des besoins. Donc des fois ça fait sens, des fois pas du tout. C'est pas la peine de mettre de la blockchain partout. Et puis concernant le débat écologique, alors il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Il y a beaucoup de nouvelles études qui commencent à sortir. Et on voit même que Bitcoin apparaît comme quelque chose de plutôt vertueux au final parce que ça permet de financer des infrastructures d'énergie renouvelable le temps que les réseaux se construisent. Donc c'est un vaste sujet. Je pense qu'il faut être pragmatique et voilà, ne pas utiliser une technologie pour dire d'utiliser une technologie, mais utiliser, enfin, chercher un petit peu les solutions qui répondent à un besoin. Voilà un petit peu la réponse que je ferai. Merci. Vous voulez compléter, Jean-Rémy, peut-être? Oui, d'un point de vue régulation, il n'y a aucun requirement qui pousse à utiliser la blockchain. Par contre, ça reste une possibilité. Et comme l'a dit Cyprien, tout ça est fait d'évaluation par rapport à ce qu'on veut donner comme niveau de service et à quel bien ça s'adresse. Et cette réflexion au niveau écologique, on peut la faire de la même manière pour les tags NFC, pour data carrier. Personnellement, je pense que c'est un non-sens de mettre un tag NFC sur un t-shirt à 2 euros. Par contre, mettre un tag NFC sur un bien de plus haute valeur et sur lequel on peut combiner d'autres use cases, ça peut être pertinent. Donc, c'est pas tout noir ou blanc. Je pense qu'à chaque cas, il faut faire une évaluation. Ok, merci. Question suivante, si vous voulez bien. On approche de la fin. Je vous ai mis quelques événements présentiels à venir. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez intervenir. Question. Donc, ce DPP est-il remis en cause par la loi Omnibus de reporting RSE en cours d'analyse? Est-ce que vous pourriez aussi peut-être expliciter qu'est-ce que cette loi Omnibus? Alors, c'est un sujet qui est un petit peu différent du DPP. Ça concerne plutôt alors, tout ce qui était voilà, reporting extra-financier, d'autres sujets, par exemple, comme les brevets. Ce que l'on voit, c'est que depuis la présidentielle américaine, il y a certains changements qui s'opèrent au niveau de la Commission européenne. Et donc, l'omnibus en fait partie. J'ai pas l'information sur le DPP. Je pense pas que ça concerne le DPP. Je sais pas si, par exemple, Jean-Rémy, tu as l'information. Mais c'est sûr que depuis que le président Trump est au pouvoir, l'Europe est obligée de réagir sur certains sujets. Et il n'est pas dit qu'à l'avenir, il y ait quelques changements aussi qui se fassent sur le DPP. Moi, ce que je peux dire, c'est que là, on est dans une phase donc, vous avez vu sur les slides, ça part du Green Deal, ça date de 2019. Je suis d'accord avec Cyprien, il y a l'Europe qui est en train de s'adapter par rapport au contexte géopolitique. Par contre, ça s'inscrit dans un temps long. Donc, je pense que les travaux du DPP vont continuer. Il y aura peut-être des ajustements qui seront faits, mais ça reste quand même aussi un outil de contrôle des biens qui rentrent sur le territoire européen. Donc, je suis au courant d'aucun arrêt, aucune modification sur le DPP récemment. Ok, merci beaucoup. Allez, dernière question peut-être. Justement, c'est par rapport à la blockchain qui semble poser problème à certains. Est-ce que la solution de Kix peut-elle être envisageable pour le DTP sans blockchain? Alors oui, tout à fait. Nous, notre procédé est totalement déconnecté de la blockchain. Il permet d'embarquer des preuves directement dans les fichiers. Et donc, on peut ensuite faire du chaînage de fichiers, des fichiers qui sont liés les uns aux autres avec des éléments cryptographiques, mais il n'y a pas du tout de blockchain sur ce procédé.
On peut le compléter lorsque ça fait sens par différents types de blockchain. On a nous-mêmes une blockchain hybride donc qui est privée par le consensus mais explorable publiquement, donc très peu d'énergivores. Et puis on peut travailler également sur de la preuve blockchain, que ce soit sur des blockchains publiques ou privées. Mais comme je l'ai dit, on le fait toujours de façon pragmatique et c'est le client qui va nous dire son choix à la fin pour savoir ce qu'il souhaite. Donc Kix peut très bien s'utiliser sans blockchain, mais on utilise la blockchain lorsque ça fait sens. Et encore une fois, ça dépend des enjeux, hein, on l'a vu, que ce soit pour suivre un objet à la fois ou un badge d'objet, ou d'y aller ou pas, et d'ancrer les informations aussi dans la blockchain. Dans l'histoire d'un calculateur tel que je décrivais, que ce soit dans le transport rail ou bien dans la défense, les échanges avec la blockchain sont extrêmement rares. On n'en a pas besoin pour fonctionner, mais on a besoin pour faire des audits de sécurité, par exemple, pour aller vérifier des choses et l'existence de preuves. Et encore une fois, on parle de la loi Omnibus, on parle des changements géopolitiques. Ceux qui concernent mon secteur d'activité vont plutôt dans le sens d'un renforcement et d'une accélération de ces méthodes, qui est un DPP ou pas. Tout ce qui va concerner la résilience et puis l'anti-censure, c'est pour ça que des fois, il y a un essor des blockchains publiques, c'est parce que ça permet de très bien répondre à ces deux enjeux. Ok, donc ça apporte effectivement d'autres réponses à des besoins émergents. Ok, merci, c'est très clair. On vous remercie vivement, Cyprien, Vincent, Jean-Rémy. Je vous donne rendez-vous pour un prochain événement webinaire que vous voyez à l'écran, hein, notamment sur l'éco-conception des produits hardware, ça peut vous intéresser, mais aussi financer un projet qui pourrait émerger à l'issue de ce webinaire avec du financement qui sera présenté donc le 25 mars, ou encore aussi un prochain événement un peu différent, mais toujours dans avec cet impact environnemental et optimisation énergétique, avec un événement en accès hybride, donc aussi distanciel, hein, le 28 mars, avec notamment l'IA Frugal pour les systèmes énergétiques et beaucoup de membres Actantis qui seront également speakers. Voilà, merci encore à tous. Le prochain WebTech aura lieu normalement fin du mois prochain. Et je vous donne rendez-vous sur le site web de Actantis pour le replay. Et si vous le souhaitez, Cyprien, Vincent, Jean-Rémy, la présentation sera mise à disposition des auditeurs. Merci encore à vous. Merci, très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.